Madame, monsieur, bonsoir. De record en record, le tourisme au Maroc séduit. Plus de 2 millions de touristes ont ainsi visité le Maroc durant les 2 premiers mois de l'année, marquant ainsi une croissance considérable, notée 14% par rapport à la même période de 2023, confortant la destination comme incontournable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le quotidien anglais The Independent, réputé par la qualité de ses enquêtes, mais aussi bien sûr, comme son nom l'indique, son indépendance, et ses investigations. Et cet article qui vient de consacrer le royaume parmi les 6 destinations mondiales à visiter, je cite, « absolutely ». La preuve en est que les voyagistes internationaux se frottent les mains. Durant la période de Pâques, donc du 22 mars au 25 avril, le Canadien Travelance et l'Espagnol Soltour ont tous deux enregistré un bond de 30% sur leur performance, bien sûr au Maroc, par rapport à l'an dernier. Preuve en images, cette fois, celle de l'aéroport de Marrakech dimanche. Et cette image qui a fait le tour de la toile, certains y voient le débordement d'une infrastructure qui vient d'être classée meilleur aéroport en Afrique dans plusieurs catégories. D'autres encore y voient la consolidation d'une destination devenue incontournable dans le tourisme dans toutes ces catégories. En témoigne là encore un chiffre, cette fois national. Les nuitées hôtelières ont grimpé de 12% annuellement sur janvier et février contre 12% pour les hôtels 5 étoiles. Et seulement 1% pour les 3 étoiles, ce qui vient contredire ceux qui prétendent que le royaume ne cible que le low cost. En parlant de nuitées, Marrakech, Agadir et Casablanca s'accaparent les 3/4 des nuitées comptabilisées. Des questions se posent toutefois sur les autres destinations peu ou pas mieux exploitées. Autre question à élucider avec le regard de nos experts ce soir, si le nombre de touristes s'envole, pourquoi les recettes voyage sont en baisse ? Comment expliquer cela ? Pour répondre à ces questions d'actualité, nous avons avec nous d'abord l'experte invétérée du secteur du tourisme, accessoirement secrétaire générale de la Confédération nationale du tourisme, Wissal Gharbaoui. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de questions d'actu. Bonsoir la Khadija, merci pour l'invitation. Marhaba, c'est toujours une joie et un plaisir de vous accueillir. Et un plaisir aussi d'accueillir le président ou plutôt administrateur fondateur de Chorus Consulting, Hospitality and Leisure, Samir Sahraoui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Merci, sur le plateau de questions d'actu. Merci infiniment. Luxotour, spécialisé dans les circuits de voyage en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, a enregistré une croissance de plus de 14% de ses voyages à Pâques, avec le Maroc en tête des destinations les plus populaires. Une explication, Wissal Gharbaoui. La NIA fonctionne toujours et les astres sont toujours aussi bien alignés. Non, c'est vrai que la destination marocaine enregistre depuis maintenant la 2e année consécutive des progressions extrêmement intéressantes qui avaient démarré déjà en 2019. Souvenons-nous, il y a eu une progression à 2 chiffres des arrivées, du volume d'arrivée, du volume de nuitées à 2 chiffres en 2019. La pandémie est passée par là, nous a un peu freiné dans cet élan, mais la destination a repris de plus belle avec en effet une croissance extrêmement encourageante en 2023 et maintenant en ce début 2024 des chiffres qui continuent de conforter les opérateurs dans cette dynamique qui est positive aujourd'hui mais qui va nous interpeller sur un certain nombre d'éléments qualitatifs au-delà de la lecture quantitative. Alors, cette croissance dans la région, parce que là, c'est un voyagiste qui se spécialise dans cette région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Qu'est-ce qui fait que le Maroc est aussi plébiscité par rapport à d'autres pays de la région, par exemple ? Alors d'abord, des fondamentaux qui sont historiquement solides et crédibles, notamment sur évidemment la qualité de l'expérience touristique marocaine, mais aussi sur plusieurs aspects qui sont des aspects liés à la culture et aux produits marocains et à la qualité du voyage au Maroc, mais des aspects sécuritaires, des aspects de stabilité, des aspects de population accueillante, des aspects auxquels aujourd'hui les voyagistes ou les voyageurs du monde sont extrêmement attentifs. Sans citer un certain nombre de pays, mais la toile fait écho de certaines destinations extrêmement prisées
jusque-là, avec des chiffres très intéressants et avec des volumes bien au-dessus de ce que nous faisons, mais qui commencent à être un petit peu pointés du doigt quant à la qualité d'expérience des touristes qui les visitent, quant à la qualité de l'accueil des populations. Et fort heureusement, au Maroc aujourd'hui, nous savons montrer une hospitalité, notre hospitalité légendaire, mais au-delà, nous savons aussi faire preuve de professionnalisme et d'un certain nombre de garanties, y compris vis-à-vis des grands opérateurs qui prennent des risques et qui investissent la destination. L'aspect expérience dans sa globalité est extrêmement important. L'aspect de sécurité, notamment pour le voyage des jeunes, pour le voyage des femmes. Notre destination est aussi réputée pour être... Il y a de plus en plus de voyageuses, on le voit. Des voyageuses qui voyagent seules, et on le voit au Maroc. Exactement. Elles viennent en toute sécurité. Alors, elles viennent en toute sécurité. Et ce qui est extrêmement intéressant à retenir, c'est que ce sont des voyageuses qui viennent du bout du monde. Vous avez des voyageuses qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Pour faire quoi ? Eh bien, pour faire des traversées chamelières, pour faire des randonnées dans des zones extrêmement intéressantes et pour faire des marathons, pour faire des choses comme ça dans le sud du Maroc, dans la région de Dakhla, dans la région de Ouarzazate, dans la région de Tata. Et ça, vous avez des spécialistes de cette expérience-là et la toile regorge de ces expériences partagées et qui, aujourd'hui, vient d'abord consolider l'image de ce Maroc accueillant, mais de ce Maroc sûr, de ce Maroc dont le tourisme est en train de se développer, de prospérer, d'accueillir dans d'excellentes conditions les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les experts, les sportifs, un peu tout le monde. Et c'est extrêmement encourageant pour ce qui reste de l'année. De ce qui reste de l'année que nous allons certainement aussi discuter. Hein. Bon, l'année a très bien commencé, il faut se l'avouer. Peut-être un complément d'information, Samir Sahraoui, sur le choix du Maroc, ce qui a aussi motivé et ce qui a aussi encouragé ces chiffres. On a parlé des chiffres de 2023, mais aussi du début 2024. Donc, quels sont les éléments qui ont contribué à cette super performance, si on peut l'appeler ainsi ? Écoutez, à mon sens, il y a d'abord la notoriété de ce beau pays qu'est le Maroc. Il y a la qualité de ses infrastructures qui sont chaque année renforcées et embellies. Bon, après, pour certains, l'aéroport de Marrakech ainsi que d'autres aéroports, mais on y vient un peu plus tard. Il y a notre stabilité par rapport à d'autres pays limitrophes de la région. Il y a notre proximité. Notre proximité est très importante, je veux dire des marchés émetteurs, notamment européens, surtout après la Covid, parce que l'effet Covid n'est pas encore tout à fait derrière nous, et c'est tant mieux pour nous, en ce sens que des pays comme l'Asie, ou se situant en Asie, ont plus de mal à reprendre que les pays proches des marchés émetteurs, notamment européens, et le Maroc en profite, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi, j'ai envie de citer l'effet Coupe du Monde, qui a boosté réellement le vocable Maroc sur la toile et le nombre de citations du Maroc et sa belle performance à la Coupe du Monde. Je citerai aussi quand même l'attractivité naturelle du royaume, mais aussi le bon travail, j'ai envie de dire, des tutelles qui gèrent actuellement le tourisme marocain, notamment l'Office, qui fait un très bon travail et ça mérite d'être C'est-à-dire pour marketer la destination. Oui, c'est un office rajeuni qui met le paquet. Il a beaucoup plus de moyens financiers que par le passé, mais je trouve qu'il utilise bien cet argent. Est-ce que le changement de statut va aller abonder en fait dans le sens d'une meilleure performance de l'Office, de l'ONMT, Franchement, je ne suis pas, je ne suis pas au fait des changements de statut ou autres de cet office, mais je trouve qu'il fonctionne relativement bien et ce travail, on voit ses fruits quand même. Donc c'est une conjugaison, si vous voulez, de choses. Le travail d'une part, l'éloignement de l'Asie qui a perdu des points et la proximité du Maroc et puis la beauté de ce pays, tout simplement, qui est promue comme il faut en ce moment. Tout à l'heure, nous aborderons d'autres questions qui sont... il y a des pour et il y a des mais. Hein. Pour l'instant, sur les pour, je pense qu'on fait du bon travail. Et la preuve en est, c'est 2023 qui a été une année extraordinaire parce qu'on a
un taux de récupération de 112% par rapport à 2019, sachant qu'en 2020-21, la destination est tombée à moins 80%. Et ça nous fait quand même un taux de croissance annuelle moyen 2019 à 2023 qui est tout de même de 2,35%, alors qu'on a perdu 80 points et 75 points en 2020 et 2021. Franchement, c'est une très belle performance, surtout lorsqu'on sait que l'Europe n'en est qu'à 90% de récupération. Nous sommes à 112%. Lorsqu'on sait que l'Afrique, globalement, en est à 88% seulement de récupération, les Amériques à 85% et l'Asie-Pacifique à 60% seulement. Donc, dans une Afrique qui a récupéré que 88%, le Maroc a récupéré 112%. Donc, c'est quand même une performance remarquable à souligner. Un commentaire, Wissal Gherbaoui, sur justement cette promotion touristique et ce bras armé de la promotion touristique pour l'État, donc l'ONMT qui change, c'est date de novembre de l'année dernière, vers une agence marocaine du tourisme. Alors, il est clair que l'Office national marocain du tourisme est une structure extrêmement importante et déterminante dans l'efficacité de la stratégie marketing et du déploiement de la stratégie marketing de la destination de manière globale, comme chacun le sait, et les spécialistes en particulier. Alors, il est vrai aussi qu'en tant qu'institution publique, elle obéit à un cadre spécifique qui est le sien pour sa gestion. Alors, deux choses. D'abord, à la Confédération nationale du tourisme, et depuis plusieurs années, et dans l'écosystème touristique de manière globale, il y a eu des revendications, j'ai envie de dire, insistantes pendant plusieurs années pour que les moyens de l'Office national marocain du tourisme augmentent de manière substantielle et en tout cas moyens financiers, et en tout cas à la hauteur des ambitions chiffrées qui sont tracées depuis 20 ans. Et bon, là, les chiffres ont été revus à la hausse aussi, ces ambitions ont été revues à la hausse dans cette nouvelle feuille de route. Mais les budgets ont suivi, parce qu'avant, on le sait, nous qui sommes dans ce secteur depuis plus de 25 ans maintenant, c'est Samir étant un ancien directeur général de l'Office national marocain du tourisme, on ne dira pas quand, il en sait quelque chose. Les budgets de l'époque et les budgets qui ont suivi, y compris quand des stratégies extrêmement ambitieuses ont été déployées, n'ont pas forcément été à la hauteur des ambitions chiffrées qui ont été fixées. Et donc ça a été... Vous confirmez ? Je confirme que les budgets étaient très très loin de ce qu'ils sont aujourd'hui. Je peux vous dire c'est moi qui l'ai interrompu, c'est moi qui devrais m'excuser, mais je voulais juste... 1997, 18, 19, lorsque j'étais, c'est-à-dire dans la préhistoire, lorsque j'étais à la tête de cet office, notre budget de promotion monde était de l'ordre de 60-70 millions de dirhams. Il est aujourd'hui de l'ordre de 700 millions, 800 millions si on prend l'enveloppe globale, le tourisme aujourd'hui a un budget d'à peu près 1,2 milliard pour soutenir l'ensemble de la dynamique touristique. Une grande partie de ce budget-là va en effet à la promotion, au marketing et au partenariat. C'est extrêmement important, c'est déterminant. Alors au-delà des moyens financiers, il y a aussi une approche méthodologique dans le travail. Il y a des outils, des moyens qui se sont aujourd'hui déployés, qui sont davantage sophistiqués. On a regardé tous, on a découvert les dernières campagnes déployées par l'ONMT depuis maintenant 3 ans, à peu près un peu plus de 3 ans. C'est des campagnes de classe mondiale, extrêmement exigeantes. Il y a une présence forte au niveau des canaux digitaux, donc les réseaux sociaux, c'est extrêmement important. Et à l'époque, le digital n'existait pas. Aujourd'hui, le Maroc a su tirer profit de manière intéressante et intelligente des réseaux sociaux. Il est extrêmement intéressant aussi de lire les partenariats forts avec des acteurs internationaux, que ce soit du transport aérien, que ce soit de la distribution, qui viennent aujourd'hui soutenir l'effort marketing de la destination Maroc. Les opérateurs qui investissent également les marchés internationaux parce qu'eux-mêmes investissent pour la promotion de leurs produits, mais in fine de la destination Maroc. On parle de promotion pour les destinations classiques européennes. Alors pas que, parce qu'il y a les destinations classiques européennes, ça il faut les consolider, préserver nos parts de marché, ne pas laisser les destinations émergentes venir grignoter, si j'ose dire, nos parts de marché. Nous savons que nous avons un sujet sur le marché allemand qui ne récupère pas encore de manière suffisamment vigoureuse
toute sa capacité. C'est un enjeu véritable. Il faut qu'on travaille et qu'on triple d'efforts et d'intelligence collective pour reconquérir le marché allemand et récupérer la place qui est la nôtre, qui est celle du produit marocain, qui plaît beaucoup. On sait qu'on a encore des efforts à faire sur le marché européen, nord-européen, oui. La Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Nous savons qu'il y a des opportunités très intéressantes dans les Amériques et nous nous réjouissons de l'ouverture de lignes directes entre Marrakech et New York, entre Marrakech et Montréal. Ça va être aussi des vols long courriers intercontinentaux qui vont être extrêmement intéressants à regarder, qui vont nous permettre aux opérateurs d'aller plus facilement sur ces marchés. L'Inde est également un marché intéressant à observer. l'Office national marocain du tourisme a fait le choix d'y installer un début de représentation pour regarder ce marché, comment il va évoluer. Nous savons que ce pays immense, au milliard et demi d'habitants, compte quelques dizaines de millions de multimillionnaires qui sont aujourd'hui des clients extrêmement prisés de par le monde. La Chine est un sujet, c'est un marché qui ne récupère pas encore, et pour donner juste un ordre de grandeur, le marché chinois pour une destination comme la France, c'est un marché extrêmement important. Et bien, à date, la France n'a récupéré que 40% de sa clientèle chinoise traditionnelle. Et selon une étude menée par les autorités touristiques françaises, pratiquement 60%, 58 et quelques pourcents des voyageurs chinois qualifiés, on va dire, ou profilés sur la destination française, envisagent de reprendre le chemin de ces destinations-là à horizon 2025, voire 2026. Ça veut dire que c'est un marché, je parle de la Chine, qui va mettre beaucoup de temps à reprendre. Nous savons que l'épisode pandémique a été beaucoup plus long, avec des épisodes nouveaux qui n'ont pas, fort heureusement, été exportés ailleurs dans le monde, comme ça a pu être le cas pour le Covid. Mais ce qui est certain, deux choses. Un, Samir l'a dit, la destination Maroc a aujourd'hui une place de choix sur l'échiquier international pour moult raisons, mais surtout pour des fondamentaux extrêmement forts, notre culture, notre identité, notre hospitalité, notre sérieux, notre produit, notre offre qualitative. Ensuite, il y a une demande mondiale qui s'est exprimée de manière très forte post-pandémie, depuis 2022. Une demande mondiale qui s'est exprimée avec cette force, mais qui nous a profité à nous, probablement beaucoup plus, et Samir le disait, puisque le taux de récupération au Maroc, il est 20 points au-dessus du taux de récupération moyen à l'échelle mondiale. Et ça, c'est parce que, je le rappelle, et on l'a discuté sur ce plateau plusieurs fois, les opérateurs, à travers la Confédération, nous avions fait des propositions fortes, sérieuses, à l'autorité de tutelle, dans le cadre de la feuille de route qui a été rédigée, pour dire que le premier levier qu'il faut activer, c'est celui de la connectivité. Alors, en parlant de connectivité, voilà, merci Wissal, parce que je voulais vraiment je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui attendent un commentaire sur... parce que l'image vraiment est devenue virale en l'espace de quelques heures. Sur les réseaux sociaux, ça a même été repris par certains médias, même par marocains. Donc, c'est ces images-là. C'était dimanche, à Marrakech. Magnifique. Donc, vous dites que c'est magnifique. Parce que les mêmes images, on les retrouve dans les aéroports de Paris, de Londres et de New York à la veille de Noël. On les retrouve là, c'est pour les gare vacances du de Nord, Pâques. gare de Lyon, à la veille des grandes fêtes et des grands ponts. Alors, pourquoi est-ce que c'est des images aujourd'hui qui démontrent deux choses? Là, c'est les arrivées et qui se sont mixées avec les départs. C'est ce qui a créé cette situation. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est temps, et ça tombe sous le sens, d'augmenter ou d'élargir l'infrastructure et les capacités d'accueil d'un certain nombre d'aéroports. Ça tombe doublement sous le sens puisque nous avons des rendez-vous déterminants en 2025 et en 2030 que notre pays va accueillir, des grands rendez-vous sportifs. Nous devons être prêts et nous devons nous doter de moyens, d'infrastructures et de capacités d'accueil dans nos aéroports, mais aussi dans nos gares, mais aussi sur notre réseau routier et autoroutier, pour que nous puissions assurer, encore une fois, l'expérience la plus concluante possible à nos visiteurs. Donc, pour moi, ça, c'est une opportunité. Alors, en parlant de ça, pour les gens qui se sont plaints, je voudrais juste reprendre cette fameuse citation d'un écrivain qui est voyageur aussi, essayiste français, Sylvain Tesson, qui disait « Le tourisme, c'est l'énergie dépensée en parcourant 10 000 kilomètres pour se plaindre que les choses ne fonctionnent pas comme chez soi ». Donc,
in fine, effectivement, c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans d'autres aéroports mondiaux aussi grands que le JFK de New York. Dans plein d'autres lieux de voyage. Mais est-ce qu'il y a, vous pensez, quel genre d'organisation vous pensez qui serait idoine pour d'abord se préparer à ces rendez-vous aussi importants qu'accueillir la Coupe du Monde et sans pour autant faire peut-être des investissements et que ces investissements, on ait des retours sur investissement, voilà, j'y arrive, qui soient pérennes sur le temps, qui dépassent cette échéance de 2030. Parce que c'est des investissements lourds et qui ne sont pas rentables au bout de 6, 7, 8 ans, mais qui soient rentables pour une destination telle que Marrakech, mais aussi Casablanca ou autre. Si vous faites allusion aux images qu'on vient de voir sur l'aéroport de Marrakech, moi je trouve que c'est plutôt flatteur pour nous, à la condition bien entendu qu'on explique ces images, parce qu'il ne faut pas que qui que ce soit pense que ce sont des gens qui fuient Marrakech. Hein. Ce sont des gens qui arrivent. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était les arrivées et les départs. Voilà, je vous ai bien entendu, mais je veux dire, si ces images font le tour du monde, il faudra que les médias expliquent pourquoi. C'est pour ça qu'on fait cette émission, entre autres aujourd'hui. Et pour moi, ça veut dire une chose, ça veut dire que Marrakech a besoin d'un aéroport encore plus grand. Ou qu'il faut encore étendre. Vous pensez qu'il va vraiment tourner toute l'année, même s'il est Écoutez, plus grand? parti comme nous sommes partis, et Marrakech, connaissant le succès qu'elle connaît depuis quelques années, depuis plusieurs années même, ça reste la première destination du pays, oui, c'est un aéroport qui sera appelé à connaître des extensions, et de sorte à ce que sa capacité puisse absorber les flux. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais... vous parliez d'investissement. Les investissements doivent effectivement évoluer en fonction de l'évolution des flux, des arrivées, des nuitées, etc. Et je pense que le Maroc sait faire ça. Toutefois, vous marquez peut-être un point lorsqu'on pense au taux d'occupation hôtelier, par exemple. Les taux d'occupation hôtelier au Maroc sont inférieurs à 50%. Ils l'étaient en 2019. 21-22, on n'en parle pas, c'était la Covid. En 23 également, les taux d'occupation sont inférieurs à 50%. Et là, il faut se poser effectivement la question de la rentabilité des investissements. Parce que, s'agissant de l'hôtellerie, un taux d'occupation inférieur à 60%, l'investissement n'est pas rentable. Donc, là, il y a matière effectivement à réfléchir. Permettez-moi, je voudrais revenir sur... Il y a matière à réfléchir, vous dites. C'est à réfléchir avant de faire l'investissement ou à réfléchir des moyens? Parce que c'est ce qui conforte aussi cette question que je soulevais tout à l'heure sur la baisse des recettes. Que les recettes, c'est aussi les nuitées. Et la hausse des arrivées. Donc là, il y a déjà contradiction. Que fait-on pour rendre ces investissements hôteliers notamment plus rentables? Est-ce que c'est en appliquant des prix qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Je ne pense pas. Comment? Non. Alors, comment rentabiliser? Écoutez, pour avoir participé, Wissal également d'ailleurs, dans un COMEX tourisme il y a quelques années, nous avions émis l'idée un peu antilibérale de réguler l'investissement hôtelier dans certaines destinations, de sorte à pouvoir contrôler justement les taux d'occupation. Je sais que c'est une idée impopulaire économiquement, mais ça serait une façon de considérer les taux d'occupation comme un indice, si vous voulez, qui puisse orienter, guider, conseiller, pour ne pas dire contrôler, l'investissement. C'est-à-dire une ville qui a un taux d'occupation global inférieur à 50% ou inférieur à 40%, bon, il faut bien réfléchir avant d'investir, et il faut qu'il y ait des instances qui conseillent, si vous voulez, les investisseurs sur le type d'investissement à faire, sur les capacités, etc. C'est d'actualité aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, l'agence Maroc PME qui vient de faire appel au service d'un grand cabinet de conseil, en tout cas de sa filiale marocaine, pour évaluer les projets de soutien à l'investissement dans le secteur du tourisme, moyennant une prestation facturée à ce qu'elle a été facturée. Mais en tout cas, maintenant, c'est l'agence Maroc PME, peut-être un commentaire sur ça, qui prend, si vous voulez, le lead pour évaluer justement ces investissements touristiques. Vous pensez que c'est un pas positif vers ce que vous évoquiez C'est un homework à faire. C'est un homework à faire. Okay. Mais pourquoi l'agence PME? Pourquoi c'est pas
pas moi, peut-être la CMT. Non, la CNT est une corporation professionnelle qui défend les intérêts du secteur privé et qui milite pour que le secteur privé prospère et continue de payer des impôts et créer de l'emploi. Et qu'il soit rentable, Madame Gherbaoui. Alors, je vais peut-être aller un petit peu dans les 3 petits points que m'a évoqué Sdi Samir. Quand on a fait effectivement cette recommandation, le constat était factuel. 48% de taux d'occupation moyen, taux de croissance annuel moyen de 3 points. On ne va pas très loin avec ça, on n'encourage pas grand monde. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Dans une économie libérale, on ne peut pas faire grand-chose. Ceux qui veulent investir dans l'hôtellerie, ils investissent. Maintenant, il y a des leviers d'encouragement, notamment les primes d'investissement, les incitations fiscales, etc., qui sont mieux accordées ou orientées vers un type d'investissement plutôt que d'autres, vers un type de destination plutôt que d'autres. C'est l'un des leviers de régulation. Maintenant, ce que l'on sait au Maroc, notamment là où le bas blesse, pour compléter l'expérience touristique, c'est tout ce qui est infrastructure d'animation et grande infrastructure. C'est un grand sujet pour les opérateurs au Maroc et pour tous les Marocains, les citoyens le savent. Quand on voyage ici et là, nous ne voyageons pas pour aller vivre de l'expérience de l'hébergement touristique classé, quelle que soit sa qualité. Ou un rein. Il coûte un bras ou un rein sur certaines catégories, mais il y a d'autres choses beaucoup moins coûteuses, mais avec des expériences différentes. Nous voyageons aussi, notamment en famille. La proportion des Marocains, notamment, qui voyagent en famille est à peu près 72,9%, selon une étude assez récente de l'Office national marocain du tourisme. Les internationaux qui voyagent ne viennent pas pour consommer simplement de l'hébergement, ils veulent consommer une expérience complète et globale. Ça veut dire que les investissements dans l'infrastructure d'animation doivent être priorisés, doivent être considérés. Des infrastructures avant les infrastructures hôtelières, avant aujourd'hui, peut-être un rafraîchissement aussi de l'offre qu'il y a. C'est pas pareil. Le rafraîchissement de l'offre existante ou la mise à niveau, c'est pas la même urgence. Je ne parle pas des grandes villes, hein, et ça me mène à cette question. Je ne parle pas de ce qui s'accapare déjà la part du lion des arrivées. Je parle bien sûr de Marrakech, Casablanca, Agadir et qui prennent 70% des arrivées. Je parle des autres villes. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, ne serait-ce qu'en capacité hôtelière, une ville comme Ouarzazate, par exemple, une ville comme... Mais, la Khadija, vous avez raison de poser la question. On va prendre le cas de Ouarzazate et le sud. Meknès. Mziane, c'est quand même des villes impériales. Oui, c'est des villes impériales. Oui, je vous fais réagir juste après. Alors, je vais vous dire une chose. Un investisseur, quand il réfléchit à mettre de l'argent dans une infrastructure avec des taux, des TRI, des taux de retour sur investissement, qui sont des taux autour de 8%, c'est un ratio accepté, on va dire, dans l'écosystème. Je parle sous le contrôle de Sdi Samir, qui en est l'expert. À une époque, on était sur 8. Bon, maintenant, plutôt à 4 en fonction de la catégorie. Il va regarder aussi quel est le taux d'occupation, c'est très intéressant, mais quel est le potentiel, l'aéroport qu'il y a dans la ville, sa taille, sa capacité d'accueil, les dessertes aériennes, les marchés qui s'adressent à cet aéroport de point à point. Donc tous ces éléments-là font qu'un investissement va être encouragé, va être facilement décidé ou pas. En tous les cas, sur la partie hôtelière, factuellement, une chambre sur 2 dans notre portefeuille d'hébergement touristique classée, une chambre sur 2 ne sont pas aujourd'hui occupées à l'année. Il faut préciser que c'est une moyenne nationale. C'est comme quand on parle du taux de remplissage des barrages qui est de 23%. Là, il peut y avoir un barrage qui est à 70% et l'autre, il est à 2%. Exactement. D'où cette question sur les villes comme Ouarzazate, par exemple. Exactement. J'insiste vraiment sur ce point-là. Il y a Meknès qui a été complètement mise à l'écart. C'est dommage. Je veux dire, c'est chouma parce que quand même, c'est une partie de notre héritage, c'est notre histoire. Pourquoi on n'investit pas là-bas? Pourquoi il n'y a pas assez d'offres? L'acte d'investir est un acte parce que libre. Vous parlez d'infrastructures d'animation, il y a de l'animation, il y a de l'histoire. Oui, mais ça suffit Chinois, pas. C'est ce qu'ils cherchent. Mais ça suffit pas. L'histoire de Meknès, qui est très belle et qui est quelque part une ville aussi de cœur, oui. Ça ne suffit pas. Quelle est l'expérience qu'on offre aux visiteurs dans plusieurs villes, notamment à Ouarzazate? Il ne suffit pas d'avoir un bel hôtel pour résider, il faut des infrastructures de restauration, il faut des infrastructures sanitaires, il faut des infrastructures d'animation, il faut un certain nombre d'ingrédients qui font qu'une destination est une destination. Et aujourd'hui, c'est un effort collectif, ce n'est pas seulement un effort des investisseurs privés, c'est aussi un effort
des collectivités locales, des collectivités territoriales, pour la préparation et la mise en tourisme, je vole le mot volontairement à Sdi Samir, la mise en tourisme d'une destination, c'est l'ensemble des ingrédients qui font qu'une destination en devient une et non pas une ville dortoir. Et vous avez raison d'évoquer ces villes-là. Ouarzazate, pendant très longtemps, a été le porte-drapeau du cinéma international. Mais cette dynamique a été freinée sévèrement parce qu'il n'y a pas eu un souffle suffisant pour pouvoir accompagner et surtout développer cette industrie dans cette région. Samir Sahraoui. Oui, je vais réagir un petit peu à tout ça. On parle beaucoup d'hôtellerie au Maroc et j'ai toujours trouvé qu'on confondait. Là, je vais passer un peu dans les mets. J'ai toujours trouvé qu'on... C'est le bon timing puisqu'on vient de passer la première moitié de l'émission. On confond un peu, on a toujours un peu confondu hôtellerie et tourisme. C'est-à-dire que les différentes stratégies 2010, 20, maintenant 26, se focus beaucoup sur les capacités hôtelières et les arrivées touristiques. Or, pour moi, il est fondamental d'insister sur le fait que l'hôtellerie n'est qu'un équipement au service d'une industrie qui s'appelle le tourisme, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale, parce qu'elle implique une expérience dans une destination donnée. L'hôtel, c'est un endroit pour dormir. Pas que. Et se nourrir, bien entendu, être dans un cadre, je veux dire, aussi authentique que possible, aussi marocain que possible. C'est aussi une expérience. Mais encore faut-il que les concepts hôteliers au Maroc évoluent et aillent beaucoup plus vers le terroir qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, les points qui, à mon avis, devraient faire aujourd'hui l'objet d'une attention particulière, c'est la durée moyenne de séjour au Maroc. Cette durée moyenne de séjour, depuis que je me souviens, ça fait 38 ans que je suis dans ce secteur, elle n'a jamais dépassé 3 jours. En moyenne. En moyenne, pour l'ensemble du Maroc. Effectivement, vous avez des destinations balnéaires au lieu de 5 jours, et vous avez d'autres destinations, vous parliez de Ouarzazate ou de Drat Filelt, par exemple. La DMS, la durée moyenne de séjour, est de 1,7, 1,8 jours. C'est-à-dire que les gens passent, où ils dorment une nuit. D'accord ? Donc, la durée moyenne de séjour. Les recettes, effectivement, sont un critère très, très important. Et moi, je m'intéresse, au-delà des recettes, je m'intéresse à la recette moyenne par touriste. Et c'est quelque chose sur laquelle nous inviterions, je pense que Wissal serait d'accord avec moi, les administrations de tutelle à s'intéresser à la recette moyenne par séjour. Parce que si vous avez 15, 20 millions d'arrivées demain au Maroc, et que la recette moyenne par séjour reste confinée à un niveau de $600, ce qu'elle était en 2019, elle a évolué en 2023, elle est passée à $700, ce qui est une bonne chose. Mais que si nous restons, la recette globale restera confinée à ces niveaux-là. Alors, comment faire pour améliorer la recette moyenne par séjour ? Eh bien, c'est l'expérience, c'est sur le terrain, c'est le parcours client. C'est ce qu'a cité Wissal tout à l'heure et que j'aime appeler la mise en tourisme de la destination. C'est quoi la mise en tourisme d'une destination ? Eh bien, c'est la scénographie touristique à mettre en place. Et c'est là que nous avons du travail à faire. Qu'est-ce que la scénographie touristique pour les moins avertis Merci pour cette question. Ceux qui ne font pas partie du secteur du tourisme, comme moi. D'accord. Alors, l'origine du tourisme est, je l'explique souvent à mes étudiants, est quelque part religieuse. Je m'explique. Lorsque vous allez faire un pèlerinage, vous avez 7, 8, 10 choses à faire. Sinon, vous n'avez pas accompli votre pèlerinage dans les règles. Eh bien, ce rapprochement, je le passe à une ville comme Paris, par exemple. Si vous n'avez pas fait les Champs-Élysées, vous n'êtes pas allé à l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Montmartre et d'autres choses, un Américain n'a pas vu Paris s'il a fait toutes ces choses-là. À Casablanca, qu'est-ce que vous avez comme point qu'il faut absolument voir ? Marrakech, quelque part, a atteint, quelque part. Rabat est une ville qui commence à avoir des rituels touristiques. J'appelle ça des rituels touristiques. Mais qu'on installe, on voit qu'il y a quand même qu'il y a une ambition, comme on peut voir le Sheila, qui devient vraiment, c'est pas juste une visite culturelle, mais on apprend des choses. Il faut la scénographier. Alors, dans la scénographie, vous avez tout ce qui est signalétique,
vous avez tout ce qui est promotion, vous avez tout ce qui est événementiel qui se passe dans ces endroits lors de la visite. Une Volubilis, par exemple. Eh bien, les gens vont visiter Volubilis, ils voient des ruines, ils s'en vont. Il y a quelques guides qui vont leur expliquer un petit peu les choses, mais il y aurait énormément de choses à faire dans une Volubilis. Et ça gagnerait ça bénéficierait justement à une ville comme Meknès. Tout à fait, qui a une histoire énorme. J'ai vraiment rien. Mes salutations aux téléspectateurs meknessi qui nous regardent, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on voit qu'il y a du potentiel, mais c'est ce que je disais, qui n'est pas exploité, qui est inexploité. L'histoire de Moulay Ismail est absolument unique. Oui, absolument. Il y a tant de choses à raconter. Ces écuries, Hariswani, je dirais, tant de choses à mettre en scène. De sorte à ce qu'on retienne le touriste à Meknès une nuit de plus ou 2 nuits de plus. Vous voyez. Donc c'est cette scénographie touristique qui nous manque. Est-ce que la scénographie touristique, comme le disait Smahli Qatatsek, comme le disait Lawissal, est-ce que c'est quelque chose qui doit être centralisé au niveau de Rabat et donc après adapté à chacune des régions, ou au contraire, effectivement, comme le disait Wissal, c'est plutôt territorial. Et si oui, est-ce que justement ces collectivités sont outillées pour mettre en place cette scénographie touristique? Eh bien, écoutez, la régionalisation avancée et le terreau dans lequel il faut cultiver cela, ça peut être pensé à Rabat, mais en partenariat avec les régions. L'impulsion peut venir de Rabat, c'est-à-dire Rabat pense. Allez, on peut dire que Rabat peut penser, planifier, être le stratège, mais elle doit absolument joindre à elle les territoires des 12 régions afin de partager, avec une démarche participative, ces idées et permettre à ces régions, à ces conseils de région, à ces municipalités, à ces communes de participer à ce travail. Parce que quand on fait participer les gens, ils adhèrent plus. Mais vous parliez de Dra'at Filelt, mais Dra'at Filelt, pour moi, sincèrement, c'est le futur fonds de commerce du tourisme marocain. Parce que cette région correspond parfaitement à l'imaginaire d'un Américain ou d'un Scandinave lorsqu'il évoque le Maroc. C'est l'aventure, c'est la romance, c'est exactement, c'est Laurence d'Arabie. Et c'est ça, le Maroc, que veulent voir les touristes les plus expérimentés, ce qu'on appelle experience travelers, c'est-à-dire les gens qui ont des moyens, qui ont vu le Népal, qui ont vu le Kenya, qui ont vu toutes ces destinations-là et qui cherchent des choses nouvelles. Je vais être un petit peu caricatural, pardonnez-moi. Il y en a assez des touristes avec une chemise hawaïenne et des tongs. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin de touristes expérimentés. Ce n'est pas que de cela dont nous avons besoin, peut-être. On ne va pas peut-être généraliser, non non, je suis d'accord. C'est pas que ça, c'est le tourisme un petit peu balnéaire. Mais nous avons besoin de touristes qui vont nous laisser plus de 1 000 $ à chaque séjour. Il y a une augmentation importante sur, par exemple, les hôtels 5 étoiles de 12%. C'est assez révélateur. Oui, mais malgré cela, les recettes sont en baisse. Écoutez, moi je pense, je pense que le Maroc, je vais peut-être vous choquer, mérite d'être cher pour les touristes internationaux, mais il devrait être moins cher pour le tourisme national domestique. On a l'impression que c'est le contraire. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui de produits adaptés pour le tourisme national qui a évolué, lui, à hauteur de 110% entre 2019 et 2023. Et le marché diaspora, qui est également quasiment le marché national, qui a évolué à 195%, sachant qu'il n'y a pas d'offre dédiée à ces marchés. Vous parlez des MRE. Je parle des MRE. Ils représentent quand même la moitié des arrivées, il faut le rappeler, on ne le rappelle pas assez. Et on ne précise pas cela dans les chiffres officiels. C'est-à-dire quand on dit que, je dis n'importe quoi, 2 millions sont arrivés sur le territoire, on ne précise pas que 1 million, ce sont des Marocains qui résident aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis ou au Canada et qui viennent visiter la famille, etc. Et qui consomment les mêmes produits que les nationaux. Et qui consomment les mêmes produits que les nationaux, il faut le préciser. Et ils n'ont pas d'offres adaptées à leurs attentes, qui sont des attentes de villégiature pure. Est-ce qu'il y a une nouvelle feuille de route? Est-ce que la nouvelle feuille de route 2023-2026, elle, justement, s'attarde sur ces questions comme la scénographie touristique que vient de nous expliquer Samir Sahraoui, mais aussi d'une offre touristique adaptée? Oui, ça, le Gherbaoui. Les feuilles de route, alors on est très bon pour rédiger des feuilles de route, des stratégies. Après, le véritable enjeu, c'est le déploiement.
Ça, d'ailleurs, dans beaucoup de segments, ce n'est pas spécifique au secteur du tourisme, c'est dans plein de segments. On ne va pas les citer, on les connaît. La feuille de route, oui, elle s'intéresse à la scénographie. Nous avons milité aussi pour avoir une lecture et une approche qualitativiste au lieu d'être dans une approche quantitativiste comme on fait depuis 20 ans. Parce que, en effet, ça m'est la raison de le dire, aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas le volume qu'on fait, mais quel est le retour sur investissement qu'on garde. Un touriste pour lequel on dépense, je dis n'importe quoi, $1 200 pour le ramener au Maroc parce qu'on fait de la promotion, parce qu'on ouvre des marchés, parce que, eh bien, si à chaque voyage, il laisse une dépense moyenne de $1 et on a un taux de retour de 2 à 3 fois, par exemple, du même voyageur, nous avons un retour sur investissement intéressant. Mais lorsque nous dépensons... Surtout que l'investissement, quand même, pour cette feuille de route est de l'ordre de 6 milliards de dirhams. Ouais. Oui, en cumulé. En passant, hein, en cumulé. Ouais. En cumulé, oui. C'est 2023-2026, ça fait 2 milliards par an. Absolument. Du budget de l'État. C'est pour ça qu'on est... Donc, ça met la raison. En gros, il est important quand même qu'on s'arrête sur ces taux de rentabilité. Sur la question de la recette et sur la question de la dépense moyenne par touriste. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, l'un des leviers, c'est d'élargir le périmètre ou le spectre de consommation ou de dépenses. Eh bien, on ne va pas faire que de l'hôtellerie et on ne va faire que du 5 étoiles. Je rappelle juste que le texte de loi 80.14 sur l'hébergement touristique qui est venu revisiter le cadre réglementaire de l'hébergement touristique au Maroc, a introduit beaucoup de nouveaux types d'hébergement, l'hébergement alternatif, l'hébergement chez l'habitant, etc. Parce qu'il y a un double, voire un triple objectif. D'abord, c'est un maillage territorial suffisant de l'ensemble de la dynamique touristique sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des régions. Ça, c'est une responsabilité que nous avons et sur laquelle nous devons rester intransigeants. Il n'y a pas de raison que l'on développe des pôles sans d'autres, des régions sans d'autres. Tout le Maroc mérite, et je suis d'accord, d'être valorisé et visible et d'être le porte-étendard de l'industrie touristique et de l'hospitalité marocaine. Il y a des régions qui ont été développées, il y a des régions qui ont été développées, mais est-ce qu'elles ont été développées en tenant compte des spécificités des régions dans lesquelles cela a été fait? Si on prend par exemple Saidia ou... Alors, là, on a un effort à faire. Je dois être attentive à la manière dont je vais dire pour ne heurter personne. Il y a une espèce de vulgarisation à faire de manière suffisante sur l'ensemble des acteurs, en particulier les acteurs locaux, sur l'intérêt économique que représente le développement de l'industrie touristique sur telle ou telle région. Toutes les régions ne peuvent pas être industrielles, comme toutes les régions ne peuvent pas être touristiques. Il se trouve qu'au Maroc, on a une grande majorité de régions qui sont touristiques et qui ont un potentiel extrêmement important et une diversité suffisante qui font aujourd'hui la particularité de la destination Maroc. Il faut qu'on travaille dans ce sens-là pour pouvoir profiter et faire profiter les voyageurs du monde et l'économie touristique marocaine de l'ensemble de ces opportunités, de ce potentiel. Maintenant, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec un travail. Quelque chose a été évoqué tout à l'heure, c'est l'implication à l'échelle territoriale, et ça fait partie également des points importants et des recommandations que nous avons soumis à la tutelle pour qu'on puisse tracer cette fameuse feuille de route 23-26, pour dire que sans une déclinaison territoriale de cette feuille de route pour que chaque territoire, en tant que tel, se prenne en main sur sa mise en tourisme, sur son marketing et sur sa valorisation et sur les investissements qu'il faut faire pour pouvoir avoir de l'infrastructure d'accueil suffisante, de l'infrastructure routière, de l'infrastructure sanitaire, de l'animation. C'est un peu le rôle aussi des CRT, non ? Alors, les centres CRT, régionaux de tourisme. C'est les conseils régionaux du tourisme qui sont centres régionaux d'investissement. Les conseils régionaux du tourisme qui sont là pour animer d'un point de vue de communication, marketing, événementiel et destination. Mais il y a aujourd'hui une nécessité de mettre en place une instance qui doit regrouper évidemment le public et le privé, mais avec un pouvoir suffisant pour pouvoir piloter aux destinées d'investissement touristique et d'accompagnement des destinations à l'échelle du territoire lui-même, sans qu'on ait besoin de remonter toujours en centrale pour pouvoir avancer, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Oui, avec évidemment un cadre qui est posé, un cadre général. Régional, parce que quand on parle d'investissement, c'est effectivement l'institution qui gère aussi ces investissements dirigés vers le tourisme. Qui fait la promotion de ces investissements, mais aujourd'hui,
acteurs locaux et territoriaux sont les plus en avant et qui devraient être ceux qui sont le plus mis en avant sur le développement touristique territorial qui, aujourd'hui, fait défaut dans certains territoires. Ouais. On regarde des régions comme Fès, Haram. C'est un cri du cœur parce que quand on se promène en Fès, qui est le berceau de la culture et de la civilisation qui est la nôtre, il y a du travail qui a été fait dans la Médina, mais dans le cadre d'un programme qu'on connaît bien. La civilisation arabo-musulmane du Maroc. Et Fès est une ville aujourd'hui qui mérite toute l'attention pour une valorisation, comme Knes, comme Ouarzazate, comme certaines régions, certaines villes de l'oriental qui ont un potentiel incroyable, comme certaines villes du sud. Il faut qu'on fasse cet effort, mais ce sont les acteurs locaux qui doivent être dotés de moyens, de compétences, d'accompagnement et d'un cadre avec l'agilité suffisante pour que ces acteurs locaux puissent accompagner le développement touristique de la région. Réaction, Sameh Sahraoui, vous voulez réagir? Merci. Je voudrais juste, d'abord, je vais réagir à cette question de feuille de route 26, c'est très important, mais comme le temps passe, je voudrais juste très rapidement vous dire, je parlais tout à l'heure de points à parfaire, on parlait de durée moyenne de séjour, recette globale et recette moyenne par touriste, taux d'occupation hôtelier, très important, produits et prix adaptés au tourisme interne, desserte aérienne. Le Maroc a besoin d'une grande compagnie aérienne, un petit peu à l'image de Turkish Airlines, qui a fait beaucoup pour le tourisme turc et qui a joué un rôle énorme dans l'essor du tourisme turc. Et je citerai enfin la formation. Le Maroc a encore besoin de parfaire sa formation touristique. Je rêve d'un bac pro tourisme pour le tourisme marocain. Feuille de route 2026. Vous l'avez dit, 6 milliards de dirhams sur 4 ans. C'est bien ça, Wissal? Sur 4 ans, donc à peu près 1,5 milliard par an. Je ne sais pas si c'est public ou pas. Personnellement, je ne connais pas le programme d'emploi de cet argent. Attirer 17,5 millions de touristes horizon 2026, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. C'est un taux de croissance annuelle moyen de 13%. Je pense que le Maroc a les moyens de le faire. Là où, par contre, je suis surpris, c'est au niveau de la recette. On parlait tout à l'heure de scénographie touristique, de choses comme ça, et vous avez dit, est-ce qu'aujourd'hui c'est pris en compte tout cela, cette fameuse scénographie touristique des destinations marocaines? Je n'en suis pas sûr et je vais vous donner la raison. C'est que les recettes qui sont prévues pour 2026, c'est 120 milliards de dirhams. C'est bien ça, 120 milliards de dirhams, sachant qu'on a fait 100 milliards de dirhams en 2023. Ça voudrait dire que la recette moyenne, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi la recette moyenne est très importante, ça voudrait dire, la Khadija, qu'en 2022, on a fait une recette moyenne par touriste de l'ordre, ou en 2023, on l'a dit tout à l'heure, de $700, mais qu'en 2026, la recette moyenne prévue est inférieure. Si vous prenez quand même une recette générale de 120 milliards de dollars, mais avec 17 Si vous la divisez par le nombre de touristes qui est, ça nous donne une recette moyenne inférieure. Ouais. Donc je ne peux pas penser une seconde qu'il y ait eu cette volonté, si vous voulez, de parfaire le parcours client de sorte à le retenir plus longtemps et de sorte à ce qu'il dépense plus. Puisque je pense que l'exercice a été fait juste arithmétiquement. On passerait d'une recette moyenne, encore une fois, 2023 de $720 à une recette moyenne en 2026 de $650 à peu près. C'est-à-dire qu'on la ramène au niveau de 2019. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que nous avons toujours péché en faisant un focus sur le quantitatif. Oui, ça le disait tout à l'heure. C'est-à-dire les arrivées. Mais les arrivées, pour faire quoi? Pour rester combien de temps? Pour quelle expérience? Donc c'est ça le sujet, alors que la recette moyenne est un petit peu occultée. Dernier point, il nous reste une Je finirai avec ça, les emplois, parce que cette feuille de route 2026 souhaite créer 200 000 nouveaux emplois. Donc 80 000 emplois directs. 80. D'accord. Connaît-on le nombre d'emplois directs aujourd'hui réellement? L'a-t-on recensé? Savons exactement. Moi, ça fait 30 ans que j'entends parler de 550 000 emplois. Si le nombre d'emplois actuels est de 550 000,
combien est le nombre d'emplois indirects. À mon sens, il est de 2 ou 3 fois plus que ça. Certainement. Avec la restauration, avec les calèches, avec il est tout, 2,5 millions et demi. tout ce microcosme qui gravite autour du... Et derrière chaque emploi, il y a une famille de 2-3 personnes qui vivent du tourisme avec le chef de famille qui, lui, est directement ou indirectement dans le tourisme. Ça voudrait dire que le tourisme, aujourd'hui, fait vivre 5, 6 millions, 7 millions de personnes. Mais on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Et ça, si on savait, qu'est-ce que ça changerait selon vous? Ça nous permettrait d'évaluer véritablement la contribution du tourisme au PIB et à l'économie marocaine. Et ça permettrait aux organes de pilotage gouvernementaux de donner le niveau d'attention qu'il faut à ce secteur. Niveau d'attention, notamment budgétaire. Merci beaucoup, Samer. C'est moi, merci. Merci, Wissal Gharbaoui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.